Everybody Dance, ça vient après une petite période d'enfer pour moi. J'appelle ça une période d'enfer parce que ça a été vraiment ça. Je suis tombée, je pense, au plus bas dans ma vie personnelle et un peu professionnelle aussi du coup. Je suis sortie d'à la fois un cancer et à la fois en même temps que le cancer des violences conjugales. Bienvenue sur Aujourd'hui, écrivons demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, je suis ravie de donner la parole à Roxane Chaffey. Bonjour Roxane. Bonjour Katia. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Très bien, ravie de t'avoir à mon micro. Mais merci, c'est moi qui te remercie. On s'était déjà prêté à l'exercice, il y a 2 ans, lorsque je décidais de recueillir des témoignages sur la crise sanitaire. Je souhaitais laisser une trace de ce que nous vivions et tu avais gentiment accepté mon invitation. Malheureusement, le manuscrit est resté coincé dans un tiroir, un jour peut-être, il en sortira. Tu es une figure importante et marquante pour moi et pour beaucoup de mamans qui veulent protéger leurs enfants et faire valoir leur autorité parentale. Personnalité emblématique et engagée, tu as petit à petit délégué la gestion de l'association que tu as créée, les Mamans Louves, à Christelle Comet, qu'on salue et que j'aurai peut-être l'occasion et la joie d'avoir à mon micro. Donc actuellement, pour resituer un petit peu qui tu es, ce que tu fais, tu as un pied dans l'événementiel, ton premier métier, et un pied dans l'accompagnement par la danse. Tu dispenses des cours de danse, pas comme les autres. Everybody dance. Oui. Tu voudrais que j'en parle ? Alors, par quoi on commence ? Est-ce que tu as envie de nous en parler direct et on reviendra peut-être un petit peu sur ton parcours Comme tu veux, d'accord. Ouais. Oui, c'est vrai que Everybody Dance, ça vient après une petite période d'enfer pour moi. J'appelle ça une période d'enfer parce que ça a été vraiment ça. Je suis tombée, je pense, au plus bas dans ma vie personnelle et un peu professionnelle aussi, du coup. Je suis sortie d'à la fois un cancer et à la fois en même temps que le cancer des violences conjugales. Je précise que ce n'est pas le père de mon enfant, avec qui on s'entend bien. Et sortie de là, c'est difficile de se reconstruire. Le cancer, ça a été quand même quelque chose qui a duré aussi pas mal de temps et je sors à peine de toutes les opérations et les traitements. Et oui, le rapport à moi, à moi-même, avant tout, quand il vous arrive tout ça, c'est pas seulement de la faute à pas de chance, c'est aussi pourquoi est-ce que je me suis laissée embarquer là-dedans. C'est une question qu'on peut légitimement se poser, toutes. Et du coup, il fallait travailler l'intérieur pour non seulement plus que ça arrive, mais en plus pour en faire quelque chose de beau. Parce que si on transforme pas les malheurs en quelque chose de positif, il reste, il s'ancre en nous. Donc ça c'est c'est ma façon de voir les choses. Et comme j'ai une grande part de moi artistique, j'ai décidé de transformer et à travers plusieurs projets.
Et grâce à une de mes meilleures amies qui donne des cours de danse juste à côté de chez moi, je l'ai au tout début remplacée alors qu'elle avait besoin de s'absenter professionnellement. Et puis après, j'y ai pris un peu goût. Donc, j'ai lancé une idée, c'était que tout le monde danse. Tout le monde danse n'importe où. Je voulais faire une énorme chorégraphie avec plein de monde. J'avais envie de ça. C'était un peu comme les mamans louves. Ça m'a pris un matin comme ça, comme une envie de... Hein. Et puis du coup, j'appelle Cécile et je lui dis, je vais donner un cours, parce qu'on m'avait proposé d'en donner à Dax notamment, à la Guinguette de Boulogne. En fait, quand je danse dans les soirées, souvent, on me remarque un petit peu, parce que a priori, j'ai une manière de danser assez à moi, assez libre en tout cas, voilà. Et donc, je me suis dit, allez hop, oui, je vais accepter, je vais donner un cours de danse. Et j'ai donné un premier cours de danse à la Guinguette, à Dax. J'ai eu beaucoup de monde, énormément de monde, donc on a fait une jolie communication. Je remercie Cédric pour les affiches magnifiques qui me sortent dignes d'un film de Flashdance, d'une affiche de film de Flashdance. Et du coup, ça a pris. Les gens venaient, ils adoraient. Et pourquoi Everybody Dance? Alors Everybody Dance parce que tout le monde doit danser. La danse est le premier moyen d'expression. Les bébés dansent avant même de parler. Et je pense que moi j'ai dansé dès que j'ai ouvert l'œil sur cette terre. Ma mère était danseuse d'opéra dans mon pays d'origine, en Iran. Et la danse, oui, c'est un moyen d'expression unique, vraiment. Et du coup, j'y reviendrai sur le moyen d'expression unique. Et du coup, j'ai commencé à donner ces cours en disant tout le monde peut venir. Les enfants, les parents, les grands-parents, les célibataires, tout le monde peut être là parce que la belle énergie, tout le monde peut la prendre et la donner. Et j'ai une manière de terminer mes cours de danse. Tous mes cours de danse se terminent par un cercle. C'est ce que j'appelle le cercle de bienveillance et de confiance. C'est-à-dire qu'à la fin de la musique, on se met tous en cercle et on rentre un par un comme dans un battle de danse. On rentre au milieu et on fait peut-être 2 fois 8 ans, juste comme ça, et tout le monde applaudit, tout le monde encourage. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai appris à danser. J'ai appris à danser dans la rue avec des street dancers. Donc, et on rentrait dans le cercle. Et j'avais peur de rentrer dans le cercle. Il y avait des très bons danseurs. Et puis un jour, j'ai osé rentrer. Et t'en es jamais ressorti. Et j'en suis jamais ressortie. J'ai toujours dansé. Et pour la petite histoire, pendant ces violences conjugales, donc c'est très dur parce qu'on est sous emprise, on a à la fois peur, à la fois, je vais pas rentrer dans beaucoup de détails maintenant sur ce paragraphe-là, mais il y avait un moment où l'homme avec qui je vivais me laissait tranquille. C'était le moment où je dansais. C'était comme si je dégageais une lumière. Il pouvait pas m'approcher, il pouvait pas m'embêter pendant ces moments-là. Il se mettait même dans un coin parfois, il regardait. Ou en cachette, il regardait. Et tout le monde a toujours respecté les moments où je dansais. C'est-à-dire que personne m'embête, personne vient me prendre comme si j'étais habitée à ce moment-là et il faut pas venir me déranger. C'est mon moment. Du coup, j'essaye de transmettre ça avec cette joie qu'on avait quand moi, j'avais 12-13 ans, quand j'ai commencé à vraiment danser. Et c'était dans les années 90. Donc, je suis partie sur de la disco dance. Donc, disco, le double sens de disco, c'est funk disco et ces années-là. Parce que la disco, c'est plutôt 70 d'ailleurs, et c'est le côté discothèque, quoi. Donc, la disco dance, ça reprend des musiques qu'on a connues, de pop en général, des musiques funk, des musiques disco, justement, avec qu'on des retrouve rythmes, en soirée, qu'on retrouve en ambiance. soirée. Ouais. Voilà, ça revient beaucoup maintenant, en plus, très vintage. Et c'est vrai que Cécile m'a poussée ensuite à la rentrée à ouvrir un cours hebdomadaire. Et j'ai ouvert le cours et il y a eu un engouement pas possible parce que, je sais pas, ça doit être dans l'air du temps. On a envie de danser pour s'amuser et ça répond à une demande.
On a envie de danser pour être ensemble, pour être en groupe dans ce monde où l'humain est beaucoup mis à mal, les rapports humains. Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a encore une très belle énergie, un peu comme les mamans louves. Bon, voilà, je dois avoir un petit don pour donner le là, comme on Une dit. capacité à fédérer C'est naturelle. C'est ça, peut-être. Je Et pense. peut-être que tu arrives aussi à faire que tout le monde peut danser. Tu as dit tout à l'heure, tout le monde doit danser. Peut-être finalement, tout le monde peut danser. Ouais. Justement, hier, je donnais un atelier parce qu'à côté des cours hebdomadaires, je dispense aussi des ateliers de danse, comme des stages en fait. Pour l'instant, c'est un dimanche par mois. Et pendant ces ateliers, c'est un atelier qui s'appelle Révèle-toi. Donc c'est un atelier effectivement c'est une forme de coaching, de développement personnel par la danse et le mouvement. Alors j'y ajoute aussi, parce que moi ma formation, j'ai été diplômée du cours Simon à Paris. Qu'est-ce que c'est le cours Simon ? Le cours Simon, c'est comme le cours Florent. Ce sont les deux grandes écoles. Alors maintenant il y en a une ou deux qui se sont ajoutées en dehors du conservatoire en fait de théâtre. Il y a deux grandes écoles historiques à Paris qui sont le cours Simon et le cours Florent. On connaît plus le cours Florent que le cours Simon. À Paris, en tout cas à mon époque, les deux s'équivalaient. Et donc oui, j'ai fait 5 ans après le bac de formation diplômante de théâtre. Et du coup, je donne des cours d'expression scénique. En fait, je pars du principe que pour apprendre la danse, il faut d'abord l'incarner. Il faut incarner l'histoire qu'on raconte. Et les pas viennent après. C'est la technique au service de la création et pas l'inverse. C'est pas un cours de modern jazz ou de... Non. Hier d'ailleurs, donc pour revenir à ce que j'ai énuméré tout à l'heure, on m'a lancé au défi pendant ce cours de réussir à donner de l'émotion, voire de faire pleurer avec juste mon expression de visage et des mains, sans danser, juste en marchant. Parce que je leur ai d'abord montré ce qu'on pouvait faire avec la danse, comment montrer par exemple une émotion, raconter une histoire, j'ai mal ou je suis heureuse ou je suis bien. Avec la même musique, je leur ai montré comment on pouvait passer de l'expression de la joie à l'expression de la tristesse ou même de la colère. Et on m'a mis au défi de le faire avec juste mon visage et mes mains en marchant. J'avais quand même un groupe de 20 personnes. On était un peu plus que prévu hier. D'habitude en coaching, je prends pas plus de 12-13 personnes, parce que c'est très difficile. Mais visiblement, il y a eu un petit problème, il y a eu du monde qui s'est ajouté. Bon. Et du coup, je l'ai fait. Et j'ai presque réussi à faire verser des larmes à la moitié de l'assemblée, on va dire. Rien qu'en marchant. Mais ça, c'est un exercice, je veux dire que faut aller puiser quelque part en nous pour pouvoir ressortir ça. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas... j'ai eu tellement de vraies larmes dernièrement. C'est très facile d'aller puiser en fait en moi ce qui me rend triste pour pouvoir le montrer à l'assemblée. Et si après je veux m'exprimer par la danse, c'est un vrai exutoire. C'est quelque chose... je lâche tout là-dedans. Je m'exprime. Que je sois seule ou avec d'autres personnes, au bout d'un moment, ça sort, c'est de la création, c'est beau. Et je suis fière d'avoir fait de ce qui m'a fait du mal quelque chose de beau. J'essaye de transmettre cette façon de faire, parce que dans mon groupe de danse, dans mes différents cours de danse, parce que je vais commencer, là ça y est, ça se développe beaucoup, je vais dans plusieurs villes, villages, développer les cours. Il y a encore un engouement où j'ai même pas encore commencé, que c'est tout le monde s'inscrit. C'est beau à voir et je remercie toutes les personnes qui font entre guillemets une pub pour ces cours-là. Merci vraiment pour cette promotion à tout le monde parce que ils sont géniaux mes élèves. Rien ne vaut le bouche à oreille. Hein. Ouais, c'est vrai. et du coup j'ai beaucoup de personnes cassées qui m'ont raconté leur histoire personnelle. Et c'est beau parce que ça donne des vrais rapports humains. Et dans Everybody Dance, on est une team, quoi. On est une équipe. On a un groupe WhatsApp, on s'écrit, on choisit nos musiques ensemble, on devient proches. J'ai commencé le 8 octobre, le cours hebdomadaire. Ça fait donc 1 mois.
En un mois, on est un groupe d'environ une trentaine déjà. Et tout le monde propose des musiques. Tout le monde, je sais pas, tout le monde est bienveillant. Et maintenant, tout le monde rentre dans le cercle. Plus personne n'a peur. Ouais. Parce que tout le monde a confiance. Et tous les jours, on accueille de nouvelles personnes. Tous les mardis, on accueille de nouvelles personnes au cours. Il va peut-être falloir que j'ouvre un deuxième créneau déjà ici aussi. Mais donc, j'ouvre 2 autres créneaux dans une salle, dans un autre village. Un autre à Cap-Breton, donc Souston, Cap-Breton, ouais, ça. Et j'ai proposé qu'à la fin de l'année, on fasse une grosse parade avec tous les élèves. À la manière du thriller qui a été fait à New York, où ils sont 1000 dans la rue pour Halloween. Bon, là, ça sera pas pour Halloween et ça sera pas la musique de Michael, mais ce sera... on va faire une grosse parade. Pas une flash mob. C'est une parade. D'accord. Les flash mobs, c'est quand... c'est statique. Ouais, c'est statique et puis les pas sont pas... C'est pas une chorégraphie. Ah. Là, on va faire une choré. Une vraie choré où on va... Donc, c'est élaboré. On va un peu s'habiller en fonction. Et puis, on va contacter les maires pour leur dire, pendant toutes les fêtes de village, là, si on peut défiler, ça serait chouette parce qu'on va être beaucoup du coup, je pense. Ouais. Je suis en train de nous imaginer. Alors, j'ai pas encore commencé. C'est vrai je que suis tu déjà en train commences d'imaginer. Ouais, Katia, tu commences les cours. Alors, on est le 11 novembre. Je recontextualise souvent le moment de l'enregistrement. Ouais. Parce qu'il y a souvent un décalage entre l'enregistrement et la diffusion. Mais voilà, on est au 11 novembre. Spoiler, donc, alerte pour la fin d'année. Alors, quand tu parles de fin d'année, juin. La fin d'année, juin, ouais, parce que là, on est au mois de novembre 2024. Les fêtes de village commencent plutôt en juin 2025 et ça dure un peu tout l'été jusqu'à fin septembre à peu près. Ouais. Et une grande majorité se sent prête. Dans mes élèves, déjà, je sens prêt à y aller. Ils ont envie d'aller. Tu fais travailler la confiance en soi. Ouais, c'est très important. La confiance en soi, c'est un vrai problème à tous les âges et dans tous les horizons. Il n'y a pas un métier dans lequel j'ai pas vu de manque de confiance en soi, même chez les artistes. En revanche, c'est vrai que l'artiste, quand on arrive à le révéler, il permet une meilleure confiance en soi dans la vie de tous les jours. Je dis souvent, on me dit oui, mais c'est pas le même personnage. Si, développer son côté artistique, développer son clown, comme on dirait en théâtre, ou développer le danseur qui est en soi, c'est un moyen en fait de prendre confiance en soi. C'est une part de nous qu'on développe qui a confiance en soi, mais ça reste une part de nous. C'est notre souffle de vie, comme dirait Johanna Mikou. Elle dirait c'est notre souffle de vie qui permet d'aller chercher au fond cet artiste et de le rendre fort, puissant, qu'il puisse faire des choses qu'on n'oserait pas faire dans la vraie vie. Et finalement, il aide l'autre part de nous qui est plus timide, plus réservée, qui ose moins. Et puis arrive un moment où cette part de nous peut aussi aller prendre beaucoup de place dans la part plus réservée et du coup nous permettre de manière très instinctive de se lâcher, de lâcher prise, d'y aller, d'oser, parce que on se rend compte que c'est assez bénéfique finalement dans la vie de tous les jours. Justement, j'avais la question des bénéfices de la danse, de ce qui peut être observé déjà là chez tes élèves en quelques semaines. Alors j'ai reçu plein de textos là justement ce matin suite à l'atelier, etc. Donc pour en citer une seule élève, elle me dit je vois déjà, alors que ça fait 1 mois qu'elle a commencé, je vois déjà les bienfaits sur moi. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec mon corps. J'ai moins peur du regard des autres. Parce que je leur explique que le regard des autres doit être une énergie plus qu'un frein. Peu importe quel est le regard de l'autre. Dans notre groupe de danse, il va être bienveillant, mais il se peut que dehors, il y ait un regard malveillant. Eh bien, transforme-le en énergie positive, en belle énergie. Quand tu sais faire ça, il n'y a plus rien qui t'atteint en fait. Et donc oui, j'ai eu pas mal de retours
Et c'est ça qui me fait du bien et qui me donne envie de continuer et de développer. C'est vrai que, comme tu l'as dit, mon premier métier, c'est l'événementiel. Je fais de l'événementiel d'entreprise. J'ai monté des petits comme des très, très gros événements. Des événements à 300 000 personnes à Bercy où tu coordonnes 500 personnes. C'est dur, en fait, ce métier. Mais il m'a beaucoup plu parce que c'est un métier qui demande beaucoup de ressources. Et je pense que j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire ce genre de choses. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de me prouver que je suis capable de... J'ai juste envie de donner du sens à ma vie. Et puis moi aussi, m'occuper de moi. Moi, après ce qui m'est arrivé. Je pense que il faut d'abord savoir s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper des autres. Et la danse me permet de m'occuper de moi. Quand je danse, déjà, je me fais du bien à moi. Et après, transmettre, oui, c'est l'âge. Hein. J'ai 47 ans, c'est le moment de transmettre. C'est maintenant, en fait, qu'on transmet aux plus jeunes qui eux-mêmes grandiront, vieilliront et transmettront aussi. Ouais. Et ce que je perçois en tout cas de ce que tu diffuses sur les réseaux, c'est qu'il y a beaucoup de joie. Énormément. Et on sent un engouement vraiment dans les commentaires pour les nouveaux cours que tu as ouverts là. Quand on voit les commentaires, on sent qu'il y a un engouement en fait. Et juste parce qu'elle se représente aussi ce que tu fais avec les vidéos que tu diffuses. Voilà, c'est c'est dans la joie et la bonne humeur, c'est bon enfant, on s'amuse en fait. Et alors déjà, c'est mon fils qui filme. Merci Darius. Merci Darius. Mon fils est un enfant joyeux et il a une vraie passion pour l'image. À mon grand désespoir, puisqu'il est souvent planté devant des écrans. Mais je sais que c'est par passion de l'image, vraiment. Il est créatif. Et du coup, quand il filme, il a cet amour déjà dans sa manière de filmer. Parce que c'est compliqué de montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ses cours. Tu verras demain, quand tu vas venir. C'est une énergie qui tourne en boucle pendant le cours de danse, où il n'y a pas une once de mauvaise de touche noire. Je ne sais pas comment ça se fait. Est-ce que c'est l'ambiance des années 80-90, le groupe? Est-ce que parce que moi aujourd'hui je vibre quelque chose d'assez paisible, du coup je n'attire que des gens dans cette même vibration? C'est peut-être prétentieux ce que je dis, mais j'ai fait un gros travail sur moi pour laisser de côté toute la partie dure, toutes les colères, les rages que je pouvais avoir. Et parce que, en fait, je suis allée me confronter à ce que j'appelle le magma de la rage, l'homme avec qui j'ai été, qui n'est pas que rage, hein. Mais quand il était en rage, c'est le principe de la double personnalité. Quand on déclenchait ça chez lui, il devenait une espèce de magma de rage qui était impossible à contrôler. Et en fait, je suis allée me brûler là-dedans. La rage que j'avais moi à l'intérieur de moi, je suis allée la confronter à quelque chose de bien plus rageux, bien plus fort. Et oui, je me suis brûlée, je suis revenue en cendres. Et j'ai tout recommencé de zéro. Je suis en train de refaire ma peau de manière imagée, bien sûr. Oui, j'allais dire au sens propre et au sens figuré. Ouais. Ce qui est fou, c'est que moi, pour la petite histoire, je l'avais emmené se faire aider quand lui avait été brûlé. Et que, au final, c'est lui qui m'a brûlé. Je me suis laissé brûler. Et aujourd'hui, ça ne m'arrivera plus. Je ne me brûlerai plus. Mais je nourrirai plus la rage en moi. Et du coup, dans mes cours, il n'y a pas de rage. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mauvais... Il y a une de mes élèves qui est venue avec son fils, trisomique, la dernière fois. Il a été assis à côté de nous. Eh bien, il s'est levé. Il fallait voir comment tout le monde a hurlé de joie quand il s'est levé à la fin pour rentrer dans le cercle avec nous. J'ai trouvé ça beau de la part du groupe. J'ai trouvé ça beau de la part de Lucas, qui s'est levé et qui s'est dit, allez, ma mère m'emmène danser, j'y vais. Et quelle énergie! Et la vidéo ne peut pas retranscrire ça. Il faut y être pour le vivre.
Mais merci à mon fils quand même de faire des vidéos, de m'aider à faire des petits reels. C'est lui qui est le community manager. Oui, c'est ça. Et du haut de ses 12 ans, il voit que maman va bien. Et il est très fier de ça. Et du coup, il m'entraîne lui aussi. Comme moi, je l'entraîne. On s'entraîne dans la créativité. L'autre soir, je suis rentrée d'un apéro et il a mis de la musique à fond. Il avait fait un son et on s'est mis à slammer tous les deux, à toaster, comme il dit, sur une musique. Et on a rappé toute la soirée pendant 2 heures, tous les deux. Voilà, mère et fils. Et on danse tous les deux aussi devant la glace. On adore ça. Donc si ça nous fait du bien, ça ne peut faire que du bien à tout le monde en vrai. Voilà. Tu reviens de loin. Ouais. Parce que tu parlais de la rage que tu avais à l'intérieur de toi. Ouais. Elle t'a amené aussi à réaliser de beaux projets. Je veux dire, la création de l'association des Mamans Louves. Tu t'y es beaucoup investi avec tes amis, tes collègues. Cette association, elle a quand même le mérite d'exister et de continuer à exister. Je veux dire, cette colère, tu l'as mise au service d'une bonne action à un moment donné dans ta vie aussi. Oui. On peut parler un petit peu des Mamans Louves, parce qu'on peut pas parler des Mamans Louves sans parler de Roxane. Oui. Même si aujourd'hui, tu t'en es dégagée. Oui, je suis toujours là, je suis toujours une maman louve, c'est un ton état nom, d'esprit. il est forcément associé aux Mamans Louves. Moi, quand je parle de toi, je parle, oui, Roxane qui a créé les Mamans Louves. Oui. C'est une manière aussi de te resituer. Oui. C'était un bébé, les Mamans Louves. Donc du coup, oui, c'est pas parce que j'ai refilé le bébé et que je l'ai laissé à toutes ces femmes qui ont travaillé très dur pendant que moi, j'étais plus en capacité. Alors elles ont été là dès le début. Oui, je remercie, je vais pas toutes les citer, mais oui, on va parler de Christelle parce que c'est la vice-présidente des Mamans Louves et que c'est vrai que c'est elle qui a beaucoup insufflé le contenu. Après la première phase de début, si tu veux, les Mamans Louves, c'était un élan de cœur. Je me suis réveillée un matin, j'ai créé les Mamans Louves. Voilà. Avec des choses qu'on se disait toutes. Les Mamans Louves, c'est Cyprine qui a dit ce mot en premier. Elle disait, on est des mamans lionnes, on est des mamans louves. J'ai oui, on est des mamans louves. J'ai créé un groupe comme ça. C'est vrai que ça a pris énormément d'ampleur. C'était en novembre 2021, si je me souviens bien, la création de l'association. L'association a été créée à la fin décembre. La première action des Mamans Louves, c'était le 4 novembre devant l'Élysée. Ouais. Et donc, j'avais créé le groupe un tout petit peu avant, 3 semaines avant. Et on avait déjà créé Enfance et Liberté avant, avec plusieurs collectifs. On avait fait pas mal de choses pour les enfants. Mais c'est vrai que les Mamans Louves, il y avait une énergie. Alors, c'est parti d'une énergie de colère. Et ça a été très dur pour moi d'essayer. On avait créé 2 pôles chez les Mamans Louves. Le pôle monde à l'endroit, le pôle monde à l'envers. Le pôle monde à l'envers était un pôle contestataire qui dénonçait des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord pour nos enfants. Le pôle monde à l'endroit était plus axé sur les propositions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de proposer, plus que d'être dans la contestation. Mais la contestation, elle est quand même nécessaire. C'est pour ça que je laisse la place aux personnes qui ont le courage, l'élan, la force de le faire, de continuer. Moi, je dois m'en extraire parce qu'à force de lutter contre, je pense que c'est aussi ça qui a développé un cancer chez moi. C'est une intuition, entre autres parmi plein de choses. Mais aujourd'hui, j'ai besoin personnellement pour moi et pour mon fils aussi d'être en forme. Donc, je suis obligée d'aller vers d'autres énergies auxquelles je crois davantage. T'as été fortement exposée ces 3 dernières années. Oui. Sur plein de niveaux, en fait. Oui. Attaquée, exposée, incriminée. Il a fallu tenir bon dans la tempête. Et pourtant, ce pourquoi tu t'étais engagée, c'était comme la défense des droits des enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant. J'étais la figure, ouais, de ça. Et en fait, oui. J'aime bien recontextualiser parce que parfois, quand on écoute, on sait bien la mémoire, on oublie les événements qu'on a vécus. C'était aussi en réaction aux mesures sanitaires
qui avait été mise en place en temps de Covid, notamment dans les écoles, donc aux enfants à partir de 6 ans, port du masque, etc. Enfin voilà, c'était aussi pour dénoncer toutes ces mesures-là qui allaient être, on sait, délétères pour la psychologie des enfants, leur développement et leur avenir. On voit avéré aujourd'hui. Rentrez dans n'importe quelle pharmacie, faites le test et demandez combien d'anxiolytiques ils donnent aux enfants depuis 1 ou 2 ans là, post-crise. Demandez si ça n'a pas augmenté d'une manière fulgurante le nombre d'antidépresseurs et de médicaments qu'on donne aux enfants. Alors, certaines personnes diront oui, mais c'est pas dû qu'à ça. Faut vraiment se rendre compte d'une chose. Déjà, il y a eu des personnes qui ont eu des conditions de vie pendant les confinements qui n'étaient pas les mêmes que d'autres. Dans les villes, on pouvait pas bouger. Il y a des enfants qui se sont retrouvés à 5 dans des chambres où ils n'étaient censés que être le soir pour manger et dormir. La journée, ils bougeaient. Ils allaient à l'école, ils sortaient voir des amis. Là, ils se sont retrouvés confinés dans un petit appartement en ville, à ne rien comprendre ce qui se passait, à se faire traiter de petits virus ambulants, à se faire culpabiliser du fait qu'ils allaient tuer papy et mamie, à se faire voilà. Et les parents, ils n'avaient le droit de rien dire. Donc il y a eu d'abord ça, et puis ensuite il y a eu le fait que ça dure, que cette culpabilisation dure encore et encore. Et c'était toujours de la faute des enfants. Les enfants subissaient un traitement que même les adultes ne subissaient pas. Nous, les adultes, quand on n'allait pas bien, on sortait, on baissait notre masque et on respirait. Les enfants étaient coincés 8 heures, voire 10 heures à l'école, même en récréation. Beaucoup d'enfants étaient obligés de garder le masque quand ils faisaient du sport. Bon sang. C'était c'était impensable en fait. En dehors des discours, il y avait le côté physique aussi. Et c'était trop. On voyait les enfants s'éteindre et au bout d'1 an et demi, 2 ans, eh bien, ils n'y croyaient plus à cette libération. Donc en fait, la perte d'espoir, l'espoir, c'est quelque chose. Ils étaient en mode survie, en mode hypervigilance pendant 2 ans. Alors je peux vous dire que moi, l'hypervigilance, je sais ce que c'est, parce que quand j'ai porté plainte contre l'homme qui m'agressait, qui me maltraitait, mais j'avais peur des représailles. Donc l'hypervigilance, un son, un bruit, et puis la mémoire traumatique. La mémoire traumatique, le masque a laissé énormément de traumatisme, les culpabilisations, tout ça, la mémoire traumatique, on n'en parle pas assez. Oui, c'est bon, ils vont s'adapter, mais ils s'adaptent avec quoi? Avec quelle mémoire traumatique? Je suis moi-même en thérapie pour tout ce qui m'est arrivé. Je peux vous dire qu'il y a des choses qui ressortent, qui sont incroyables. Ouais, les enfants, il fallait les défendre à ce moment-là. Et c'est parti d'un élan du cœur. Ça a suivi avec je ne sais combien de milliers de mamans, des dizaines et des dizaines de milliers de mamans qui ont suivi à travers la France, mais pas que. Tu avais créé aussi les Mamans Louves à l'étranger. Enfin, il y a eu des initiatives qui ont été, qui se sont inspirées de votre mouvement à l'étranger. Ça défilait avec des pancartes Mamans Louves, même jusqu'en Australie, au Québec, en Canada, au Mexique. Las Mamas Lobas, ça existait. En Suisse, en Belgique, un peu partout, ouais, en Espagne. Mais après, disons que maintenant ça continue. Christelle est sur d'autres sujets, des sujets qui sont tout aussi importants, je pense. Et voilà, oui, non, on n'oublie pas, j'ai été beaucoup attaquée parce que j'étais une des figures de proue, enfin la figure de proue de mon mouvement, et donc des mouvements contestataires en général. Et puis c'était une période que je ne pense même pas être terminée, où la moindre grosse opposition à la parole dogmatique était considérée comme une parole de complotiste. Or, je pense que si on revient sur ce que je viens d'énumérer, avec lesquels on n'était pas d'accord, en fait, les mesures avec lesquelles on n'était pas d'accord, je ne vois pas où est le complotisme là-dedans. En fait, je ne vois toujours pas. Et puis, qu'est-ce que veut dire le mot complotiste? Accusé d'extrême droite. Oui, parce que tu as été targué de toutes les étiquettes. Bah oui. Opposition contrôlée, complotiste, l'opposition contrôlée, c'est venu après. Ça, c'est parce que la personne contre qui j'ai porté plainte s'est servie de ça. Ouais.
il savait pas quoi faire pour sa défense, du coup il a fait de l'attaque, ce qui est normal. Mais chez les manipulateurs, on a souvent ça, ouais. Ouais. On pouvait pas t'en vouloir à ce moment-là, ni les autres moments, de vouloir défendre les enfants et leur bien-être. Vous dénonciez déjà à ce moment-là les conséquences que ça avait et que ça aurait, en fait. Et on pouvait pas vous entendre, ou on refusait de vous entendre. D'autres collègues psychologues ont pu aussi dénoncer très rapidement et ont voulu alerter. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des études plus peut-être factuelles, objectives, qui expliquent en effet toutes les conséquences négatives que ça peut avoir. Et je pense qu'on est loin encore de pouvoir mesurer les conséquences à long terme. On le voit en tout cas sur les adultes, les effets que ça peut avoir. Ouais. Donc ton combat, il était plus que légitime. Tu sais, pendant tout ça, je disais toujours, on ne mène pas un combat parce qu'on est sûr de le gagner, mais parce que on estime qu'il est juste et noble. Et avec le recul, je l'aurais fait autrement, parce qu'on apprend de ses erreurs. J'étais pas formée au combat. J'étais pas formée à prendre la parole publiquement, bien que le théâtre aide, mais le théâtre, en fait, c'est du théâtre. Après, il y a l'émotion derrière et il y a les vrais combats. Et dans le théâtre, on joue un rôle. Exactement, là, il n'y avait pas de rôle, en fait. Quand on va mener un vrai combat, c'est pas un rôle. Le théâtre aide peut-être à parler. Ça donne de la confiance. Oui, peut-être à réguler les émotions de stress, à pouvoir... Même pas. Non, pas quand on touche à ton enfant. Pas quand on touche à ta sécurité, à celle de ton enfant. Pas à tout ça, non. Je pense que c'était très très dur, oui, d'arriver à exprimer tout ça et de prendre toute cette salve de... En vérité, les mamans louves n'ont pas été si décriées que ça. Comparé à d'autres mouvements, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. C'est après, en fait. C'est quand cette personne avec qui j'étais, qui était aussi quelqu'un de militant, qui m'a vraiment, montré du doigt moi personnellement. Là, ça a été dur. Ce qui a été le plus destructeur? Ça a été destructeur. Non, je dirais pas que c'était destructeur pour moi. Il y avait de la sidération à se rendre compte à quel point c'est les mécanismes qui sont assez compliqués à comprendre. Mais si on se pose, qu'on écrit, on finit par comprendre, en fait. C'est-à-dire ce qui était reproché par les gens engagés à ceux qui ne s'engageaient pas pour la défense de nos droits et de nos libertés et de nos enfants. Ce qui était reproché, c'est d'être finalement ne pas vouloir voir certaines manipulations, ne pas vouloir croire qu'on puisse être manipulé pour des intérêts. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai dénoncé, moi, la personne qui était mon agresseur, il y a une partie des gens qu'on avait en commun qui se sont dit c'est pas vrai, c'est un mensonge, et qui ont préféré croire que je complotais. C'est pour ça que je reviens beaucoup sur ce mot le complot, parce que on m'a traité de complotiste, mais finalement c'était assez bien pour moi pour essayer de déceler ce qui était de la part, ce qui venait de la part d'imaginaire chez moi. Ça, je me suis vraiment posée à me poser la question. Qu'est-ce qui peut être imaginaire chez moi et qui n'est pas de la réalité, tu veux dire? Où est-ce que j'ai des réelles preuves? Alors après, on fait des relations de cause à effet, c'est vrai. On essaye c'est un petit cluedo, la vie. Telle preuve font que on finit par se rendre compte que c'est assez incriminant d'un côté ou l'autre on a besoin de se positionner, on a besoin de savoir quelle est la vérité, c'est normal, on cherche la vérité. Mais finalement, on a des mécanismes psychologiques. Et ça, on les vérifie pas, on les remet pas assez en question. Ces mécanismes-là, en fait, ils sont très importants dans le sens où ils régissent notre vision des choses. Et c'est très important de se faire bien aider. Mais pour ça, il faut d'abord avoir une honnêteté psychologique envers soi-même. Moi, ça m'est arrivé d'écrire mon histoire et de revenir dessus le lendemain, le surlendemain, le sursurlendemain, et de me dire,
c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, Roxane. Là, tu es en train de t'arranger avec ta conscience. Parce que ça te fait du bien, parce que t'en as besoin, parce que ta conscience a besoin d'altérer un tout petit peu la réalité pour s'accommoder avec. Et j'ai commencé à faire un vrai travail sur moi quand j'ai arrêté de m'arranger avec ma conscience. Et là, c'est dur parce que j'ai dû aller demander pardon à beaucoup de personnes. J'avais au moins 4-5 personnes que j'avais mal jugées parce que ma conscience avait besoin d'altérer la réalité à ce moment-là pour que je m'en sorte moi, dans ma tête, en fonction de mes traumas, de mes mécanismes, etc. Si aujourd'hui j'avais un conseil à donner, arrêtez de vouloir sauver le monde. C'est soi-même qu'on soigne d'abord. Et voilà, mes combats ont été nobles. Et pour revenir aux mamans louves, ça a été très dur, mais ce qui a été plus dur derrière, ça a été de voir que finalement, des gens avec qui j'avais marché dans la rue, avec qui on avait eu les mêmes opinions sur d'autres sujets, sur un autre sujet, étaient capables de faire la même erreur que ce qu'ils dénonçaient. Et ça faisait mal. C'est ça qui fait mal. Parce que j'ai envie de dire, bon, moi de toute façon, je repartais à zéro. Un coup de plus ou de moins, ça me mettait pas plus, je pouvais pas descendre plus bas que terre. Voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé à remonter? Est-ce que la danse t'a aidé pour faire du lien avec ce que tu fais aujourd'hui? Énormément. Ça, c'est très personnel et ma psy me disait à l'époque où je lui racontais pas, je lui disais que ça n'allait pas, je lui disais que je pleurais, mais je lui racontais pas que j'étais frappée. Elle se doutait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais je protégeais beaucoup mon agresseur. Et j'en parlais à des amis, pas à elle, jusqu'au jour où je lui ai dit et qu'elle m'a conseillé de fuir et de porter plainte. Et à cette époque-là, elle me disait danse, 10, 15, 20 minutes par jour. C'est ta passion, c'est ton exutoire, fais-le. En plus de la cohérence cardiaque, des choses comme ça. Et j'ai dansé, ouais, la danse m'a beaucoup aidée. Et j'ai ma mère qui m'a beaucoup aidée. J'ai mes amis, j'ai des amis en or. Vraiment, j'ai des amis en or. Et vraiment, si vous tombez bas, cherchez les bonnes personnes ressources. Des amis, mais rêvés, qui sont venus me dire, écoute, t'as toujours été là pour nous. Des amis de 20 ans, de 30 ans. Des amis plus récents, Christelle. Christelle a été là, parmi tous ses amis. Je remercie Chakou, je remercie Miette, je remercie toutes ces femmes merveilleuses qui ont été là autour de moi, en dehors de mes amis, dans les réseaux engagés. Je remercie bien sûr aussi Myriam Mo, enfin tous mes amis que tu connais. Et je remercie bien sûr tous mes amis de longue date. Parce que la maladie est venue se greffer dans tout ça. La maladie, c'était dur. Mais tu sais quoi? J'ai pas eu le temps de comprendre que j'étais malade. Quand j'ai appris que j'étais malade, j'étais avec lui. Et c'était d'abord de ses griffes qu'il fallait que je m'échappe. Ouais, j'ai une amie là-bas, qui était là-bas aussi, qui est venue me voir et qui m'a dit « Pars. Parce que si c'est pas du cancer que tu mourras de stress ou tu mourras de ses coups. » Il a essayé de m'étouffer et donc de me tuer les 2 dernières fois où je l'ai vu. Et j'ai mis du temps à comprendre ce qui m'était arrivé. Il a fallu que je chemine. Quand on rentre dans une unité médico-légale et qu'on voit un médecin légiste, une psychologue, etc., et qu'on vous explique ce qui vous est arrivé, là, j'ai enfin réalisé que j'avais un cancer. Ouais, je me suis d'abord sortie de ces griffes. J'ai même eu une mastectomie. Après ma mastectomie, j'étais complètement dissociée, complètement déconnectée de moi-même. Hop, je suis partie faire un festival. Au lieu de m'arrêter, de penser à moi, à ma maladie, je fuyais moi, en fait, je fuyais tout ça. T'étais dans une fuite en avant? Une grosse fuite en avant, ouais. Et en même temps, pour aussi penser que t'étais dans une forme de combativité. J'ai voulu sauver le monde pour essayer de me sauver moi-même, je le dis souvent. Ça marche pas. On doit d'abord se sauver soi-même pour être bien, pour avoir les capacités d'aider, d'accompagner un petit peu, et on sauve pas le monde. C'est chacun qui se sauve. On ne peut que, ouais, c'est ça, accompagner. C'est ce que je fais à travers la danse. J'ai des jeunes, des enfants, des personnes plus matures, des personnes âgées, et je fais ce que je peux, à mon petit niveau. On se fait du bien ensemble, je ne m'oublie plus. Paradoxalement, peut-être,
Je te sens beaucoup plus apaisée aujourd'hui. On a eu une longue discussion il y a quelque temps au téléphone. Tu m'as expliqué aussi comment aujourd'hui tu voyais la vie, ce dans quoi tu avais envie de t'engager, mais en n'étant pas dans la rage et la colère comme tu l'avais été. Et je sens effectivement qu'il y a quelque chose de plus apaisé en toi. Pourtant, tu en as traversé des épreuves plus que difficiles. Tu es sorti vainqueur de tout ça, avec un autre regard sur la vie et une envie de vivre aussi différemment. Tu as laissé ta cape de sauveur. Ouais. On n'est pas sauveur. On peut aider quelqu'un quand il en a besoin. La posture de sauveur, j'en veux. J'ai encore du mal avec les compliments, surtout public. Pas de compliments en public, s'il vous plaît. Je travaille ça en MDR En privé. d'ailleurs, ouais. Parce que la personne avec qui j'étais était un gourou, un mini-gourou. Je le vois comme ça en tout cas. Et qui se nourrissait de compliments, de « t'es génial, t'es ceci », alors que lui ne s'aime même pas. Quand on se disputait, il se mettait minable. En fait, c'était un agresseur, mais j'avais de la peine pour lui. Il se mettait minable parce que il n'a pas de respect de lui-même. Il n'en avait pas. Du coup, on rentrait tout le temps dans le chantage affectif. Tu viens pas me chercher, tu t'occupes pas de moi, tu m'aimes pas, donc tu m'aimes pas. Et, ça faisait âge émotionnel d'enfant, tu vois. Je rentrais pas là-dedans parce que je pouvais pas. C'était ingérable pour moi je pouvais pas m'occuper de quelqu'un qui avait un âge émotionnel d'enfant. Et je pense que quand il me frappait comme un enfant frappe, en fait. Quand il n'a pas d'autre solution, sauf qu'il avait un corps d'adulte et un pouvoir d'adulte, tu vois. Quand il fait 100 kilos, 100 et quelques kilos, c'est pas pareil qu'un enfant. Et en fait, c'est vrai que les compliments, il essayait de s'en nourrir, mais ça le nourrissait pas. Il avait besoin d'amour, un amour qu'il n'a peut-être pas pas eu ou j'en sais rien, je suis pas psy. Mais je pense que l'amour, c'est l'amour de soi-même avant tout. Moi, je veux pas être sauveuse, je veux m'aimer moi d'abord. J'ai bien compris ça. Et ça, c'est bien ancré maintenant. Et oui, bien sûr que j'ai envie de réussir ma vie, bien sûr que j'ai des ambitions, bien sûr que j'ai envie de faire des choses qui me font du bien, qui ont du sens pour moi. Moi, j'ai rien contre le fait de gagner correctement ma vie avec ce que je fais. Enfin, à écouter certains militants, il faudrait jamais rien recevoir. Mais recevoir, après, je parle pas forcément d'argent. Ça peut être gagner ma vie avec de l'aide des autres, gagner ma vie avec voilà, je donne, je reçois. J'ai rien contre le fait de réussir ce qu'on entreprend. On n'est pas, enfin, je pense que le ciel, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, l'énergie créatrice, ne nous demande pas à ce qu'on soit, toujours dans le sacrifice. Des sacrifices, on en fait. Mais la vie sacrificielle, moi, j'y crois pas, en fait. Je pense pas qu'il faille, pourtant, j'en fais des sacrifices, j'en fais énormément. Je donne énormément de temps aux autres. Mais il faut être bien. Il faut être bien avec soi-même, oui. Depuis que je m'occupe de moi, j'ai plus du tout envie de nourrir la rage, rien. Est-ce que c'est une des grandes leçons que tu retiens de ces dernières années ? Bah oui, parce que du coup, j'en veux pas aux personnes qui sont pas d'accord avec moi, j'en veux pas aux personnes qui m'ont fait du mal. Je leur souhaite de s'aimer. Ils continueront à dire oui mais non, c'est un jeu qu'elle joue. J'ai beau avoir fait beaucoup de théâtre et beaucoup de danse dans ma vie, je sais qu'ils jouent des jeux, mais je n'ai plus envie de ces combats qui ne servent à rien, qui n'envoient rien de bon à l'univers. À chaque fois qu'on met du noir, on rajoute du noir dans quelque chose qui est déjà pas beau. Ça nous reviendra à nous tous, à nos propres enfants. C'est pas une bonne équation de sauver sa propre peau des autres, en fait. Les moments de repli sont nécessaires, mais les autres, c'est ce qui va nous entourer toujours. Donc qu'ils soient d'accord ou pas avec nous, le voisin, etc. Dès lors où ils ne nous attaquent pas, qu'ils ne sont pas des dangers publics, essayons de se comprendre. Tu parlais tout à l'heure de perception de réalité. Ouais. Voilà. On a chacun une perception de la réalité qui n'est pas forcément le réel. Et comment est-ce qu'on compose avec ces différentes perceptions et on parvient à vivre ensemble sans tomber dans le conflit. Eh bien, tu viens de dire quelque chose de très important. Comment est-ce qu'on compose ? Et moi, je parle maintenant du compromis. Si c'était à refaire, je l'aurais fait davantage dans le compromis. Parce que c'est une bien plus belle façon d'y arriver. Mais quand on est dans la rage et la colère, est-ce qu'on peut être dans le compromis ?
Et ben c'est là que c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser cette part de rage. C'est peut-être avec plus de recul et de détachement et de recul comme tu en as peut-être aujourd'hui que tu arrives à être dans le compromis. Je dois vieillir un peu. Mais oui, la sagesse. C'est Rumi qui disait avant j'étais intelligent et je sauvais le monde. Aujourd'hui je suis sage et je me sauve moi-même. Rumi le soufi, ça vient de chez moi. Que j'entends de mes ancêtres. Ouais, je suis bien comme ça. Tant que j'arriverai à garder cette énergie-là, je serai bien. Mon fils est bien. Mes relations sont bien. Je vibre haut. Ma mère dit toujours, quand ça va pas dehors, fais monter ton taux vibratoire à toi. Je vibre haut. Je cherche les moments de vibration haute. Et je pense que c'est ça qui fait que tu as un tel engouement pour tes cours sur les réseaux. C'est que tu as un tel rayonnement, en fait. Là, tu rentres dans le compliment, attention. Oui, mais ça vient pas que de moi. Tu vois, tu communiques en fait une joie de vivre, un apaisement, une tranquillité, une légèreté dans la vie. Alors la vie est quelque peu compliquée en ce moment, et c'est peut-être des espaces comme ça dont on a besoin. Donc naturellement, on vient vers toi parce que c'est de ça dont on a besoin. Je pense que... En toute authenticité. Ouais. C'est ça aussi. Tu vois, sans jugement, sans... Ouais, je pense que... On vient comme on est. Dédicace, oui, on vient comme on est, oui. Dédicace à Lauriane, avec qui on discutait hier, qui a mis un hashtag team j'aime les gens. Y a des personnes qui font des choses, mais qui n'aiment pas les gens. Moi, j'ai toujours donné ma confiance très vite, parce que j'aime les gens. J'ai toujours aimé les gens. Quand tu écoutes ma mère, dès l'âge de 2 ans, 3 ans, j'aimais les gens. Je m'aimais moi, quand même. Parce que j'étais aimée. Mon père et ma mère m'ont aimée. En tout cas, toute mon enfance, j'ai eu l'amour des deux. Ensuite, mon père, ça a été plus compliqué. Il est allé en Iran, il y a eu séparation, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais ma mère m'a énormément aimée. Elle a fait des erreurs, beaucoup de mamans. Mais énormément d'amour. De la confiance dans l'amour. C'est pour ça que c'est très important qu'un enfant soit très proche de sa maman. De son père aussi, mais la maman, c'est quand même elle qui l'a porté, c'est important. Dans la mesure du possible, il faut vraiment essayer d'aider les mamans qui ont des problèmes et ne pas les séparer de leurs enfants. Et en fait, cet amour des gens, je pense que ça donne des belles choses. Ça donne vraiment des belles choses. T'es dans l'énergie de l'amour. Ouais. Comme je m'aime moi avant tout. Avant tout maintenant. Je m'aime. C'est difficile, par exemple, quand je regarde le sein qui a été refait. J'ai encore du mal. J'étais chez l'ostéo l'autre jour parce que avec toute cette nouvelle danse que je fais, j'ai besoin de me faire un peu accompagner. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous ressentez avec ce nouveau sein? Parce que j'ai donc eu une ablation et beaucoup d'opérations de reconstruction. Et là-dessus, je suis pas encore d'écart. Je dis, ouais, il est là, mais je sais pas encore ce que je ressens. Il est là, mais il est pas là, ce sein. Et il m'a dit une phrase qui a été magnifique. Il m'a dit, ce sein, il danse avec vous, ne l'oubliez pas. Il danse avec vous. Et depuis qu'il m'a dit ça, ben je commence à me dire, ouais, c'est vrai, il fait partie de mon corps, il fait partie de moi. Partie intégrante de toi. Voilà. Ouais. Et c'est toujours chercher à s'aimer. S'aimer, ça veut pas dire avoir un ego surdimensionné. Au contraire. Ça vous fait aller dans l'humilité parce que vous n'avez plus besoin de la reconnaissance des autres. La vôtre vous suffit. Je crois que j'ai tout dit. Donc oui. Et une fois qu'on s'aime, on arrive à correctement aimer les autres. Je peux pas prendre de tout le malheur de tout le monde. Comme tu pourras pas non plus, comme personne ne peut. Mais on peut au moins regarder l'autre avec de l'amour. Et rien que cette énergie-là, elle suffit. Est-ce que c'est ça ta raison d'être aujourd'hui? Ma raison d'être, c'est d'abord mon enfant. Encore une fois, c'est pas de l'égoïsme. Ma responsabilité, elle s'arrête à mon enfant et à moi. Après, ça donne du sens à ma vie que de faire quelque chose qui fait du bien aux autres. Mais je préviens, avant tout, c'est moi et mon enfant. À chacun de prendre ses responsabilités. Exactement. Et là, on sortira du sauveur, victime, bourreau. Tu sais, si chacun prenait soin de travailler son intérieur de manière intense, parce que c'est dur. Moi, quand je vais en EMDR, je pleure, je sors, faut affronter les traumas, les mécanismes. Enfin, c'est. On n'a pas forcément envie de se reconfronter à tout ça. Non, c'est pas. Ben moi, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte parce que je me suis passionnée pour moi, pour mon intérieur. Donc, je remercie en fait
tout ce mal que j'ai vécu finalement pour ça. Je pardonne, je remercie. Et oui, je suis désolée, je dois dénoncer ce qui est un danger public. Je dois arrêter le danger. Parce que ma conscience ne me laisse pas le faire. Quand on vit un danger, qu'on l'a vécu, ma conscience ne me permettait pas de me dire tant pis pour la prochaine, ça c'est pas possible. Donc oui, je suis allée jusqu'au bout, j'ai porté plainte, il a été accusé, et au moins je sais que maintenant ça sera compliqué d'aller frapper une autre femme. Condamné? Condamné, oui, il a été condamné. Accusé et condamné. Et reconnu donc coupable Reconnu de ce coupable. pourquoi il était accusé. Ouais. Maintenant la prochaine, je doute qu'il le refasse, parce que cette fois, la sentence, la récidive, c'est dur. Après, peut-être qu'on peut pas se contrôler ou quoi dans la vie, mais en tout cas, maintenant, au moins, il sait. Mais en dehors de ça, je le pardonne. Pas pour lui. Lui, je m'en fiche maintenant. Je sais qu'il a eu une enfance difficile, que lui-même a été maltraité, etc. Donc, il veut pas aller faire un travail là-dessus, il est dans le déni, il fait ce qu'il veut. Moi, je m'occupe de moi, et moi, je m'occupe de me laver, finalement, et d'aller chercher tout au fond, et tout ressortir, tout travailler, tout bien ranger, que je ne sois plus prisonnière, en fait, de mes traumatismes, de ce qui a été mal rangé en moi. Et si tout le monde faisait ça, on n'aurait pas besoin de sauver le monde. Parce que tout le monde serait dans l'amour. C'est la conclusion du travail sur soi. On s'élève, on élève sa conscience, on élève son esprit, on élève donc son taux vibratoire et son cœur. Et il n'est pas question qu'un jour quelqu'un, que ce soit dans ma vie privée amoureuse, ou dans mon amitié, ou dans le boulot, que quelqu'un vienne me descendre mon taux vibratoire. C'est fini. C'est terminé. Donc je remercie parce que le vrai combat, il était là. Mon plus grand combat était là. Et que je suis au tout début, mais d'un chemin que je sais juste et qui m'emmènera dans la vraie cour des grands. Parce que j'y suis pas encore. Ou alors j'en suis au tout début. Je préfère être petite dans la cour des grands qu'un borgne au pays des aveugles. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Roxane aujourd'hui? Je pleurerais un bon coup parce qu'elle en a subi des choses, dis donc. Et que c'est trop pour une seule personne. Mais je lui dirais, tu peux être fière de toi. Parce que t'as trouvé le chemin. Je l'ai cherché, hein. Et je vais remercier un ami qu'on a en commun qui s'appelle Louis. Je l'avais appelé en disant, je suis en train de mener des combats pour les enfants. J'ai une boule de rage qui est mon moteur. Et je sais pas, cette rage, elle va pas me faire du bien, je le sens. Mais je sais pas m'en défaire parce que c'est mon moteur pour la défense des enfants. Il m'avait dit, pose la boule de rage. Sors le glaive de lumière. Ah, On y est. on y est. Tu as des projets? Oui. Tu as envie de nous en parler? Ou c'est un petit peu trop tôt? Tu parles desquels? Ah, je ne sais pas. Bon, j'ai des projets, ouais. Ça va être toujours dans l'artistique. Mais ouais, j'essaye de basculer vers l'artistique, vers l'art. Mais ouais, on va faire des jolis projets avec tout ça. Toutes ces histoires. Il y a plusieurs choses qui m'animent, la défense des enfants, l'art, la danse et la vidéo, les films. On va essayer. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connue. Donc on va essayer d'allier tout ça. Ouais, l'écriture. Ce qui compte, Katia, je pense que tu seras d'accord avec moi parce que tu es une artiste aussi. Ce qui compte, c'est d'être en mouvement, de toujours continuer, d'évoluer. Peu importe où ça mène, finalement, tant qu'on évolue et Tu sais comment je vois les choses? Je vois la vie comme une espèce d'escalier. On doit monter en conscience. J'ai l'impression que c'est ça, le but de la vie. Et en fait, je me dis que les épreuves qu'on vit, elles sont à la hauteur du niveau que tu peux atteindre dans cet escalier et de la belle âme que tu peux devenir. Et je pense que c'est nous qui appelons nos épreuves. C'est même pas Dieu ou le ciel qui nous les met sur notre chemin, on les appelle nous-mêmes. Pour les passer, les surpasser, en sortir plus grand et vainqueur. Et tant qu'on ne l'a pas passé, on va la réappeler comme dans un jeu vidéo. Tu passeras pas à la vie. Tu lis dans mes pensées. Voilà. Ouais. Tu vois, il y a des femmes qui continuent, elles passent d'un homme violent à un autre. Et tu te dis, mais t'arrives pas à passer cette épreuve-là. En tirer des leçons. Ouais.
Cécile me disait, ce cancer, qu'est-ce qu'il te propose? Bonne question. Très bonne question. Au lieu de regarder l'injustice du cancer, etc., qu'est-ce qu'il me propose? Voilà, il me propose ça, ce beau chemin. Il y en a peut-être d'autres, beaux, mais il n'y aura pas de machine arrière. Parce que la prochaine fois, je ne regarderai pas en arrière. Le passé me servira de leçon. Non. T'as déjà rencontré le boss final ou... Le quoi? Tu parlais des jeux vidéo, tu faisais l'analogie avec les jeux vidéo. Non, j'en suis qu'au début du chemin avec beaucoup d'humilité. Ouais. J'ai toujours eu un pied sur terre très ancré, un pied dans le ciel. C'est comme ça qu'on me définissait, on me disait c'est un grand écart, Roxane. C'est vrai. Je suis pas du tout perchée dans ma tête. Je suis très ancrée pour faire de l'événementiel et le métier que je fais. Faut vraiment avoir la tête sur les épaules, mesurer les risques surtout, etc., etc. Et à la fois, il y a cette spiritualité qui fait partie, cette intériorité, je dirais même, qui fait partie de ma culture. J'ai grandi avec. Donc il n'y a pas eu une quête spirituelle chez moi puisqu'elle était là dès la naissance. Et cette double culture a été un cadeau, un pragmatisme bien à l'occidental et une chaleur et une ouverture au monde et aux autres, un amour des autres, un amour chaleureux, hospitalier qu'il y a dans mon pays. Ça fait des belles choses, la mixité, le duo des cultures, le mélange. Tu vas pas aimer ce que je vais te dire, mais là, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un doté d'une grande sagesse. Je vais aimer ce que tu vas me dire. Le génial passe pas, la sagesse, j'aime bien. Tu vois. J'espère ne pas être en train de me tromper, Katia. J'espère ne pas en être encore sur un trop petit chemin. J'espère que j'ai vraiment passé un cap parce que, en toute humilité, je crois que j'ai passé un cap, pas tous les caps, tu vois. Il m'en reste beaucoup. Mais je me sens tellement bien, mieux. C'est pas fini du tout, le fait de se laver, mais ça fait du bien, ouais. C'est pas pour ça que je suis pas punchy, je danse encore sur les tables quand il faut, t'inquiète pas. Là, tu vas voir demain la pêche que je mets dans les cours. Mais ouais. Et d'ailleurs, j'ai plus aucune embrouille avec personne. C'est là que tu vois en fait comment... Tu vois, il y a une espèce de barrière qui se met tout de suite. Je sais pas comment t'expliquer. T'es plus du tout dans la même énergie. Non. Même là, tout en discutant, alors tu abordes des sujets graves. Ta voix a changé. Ta manière de parler s'est ralentie. Enfin, je sais pas si tu entends. Ouais. Entre le début de l'interview où on parlait de la danse, etc. Oui, parce que la danse, c'est la passion. Voilà, c'est la passion. Rien que là, tu vois. Sur tout le reste, je suis très calme. Oui. Parce qu'il y a que comme ça que les trucs difficiles, en fait, toutes les choses difficiles qu'on vit, aujourd'hui, c'est avec du calme et du recul. Alors attention, tu touches à mon enfant, je me retransforme en louve en 2 secondes. Mais c'est bien de pouvoir avoir plusieurs armes et maintenant, de manière générale, je suis calme et détachée des choses qui avant, c'est pas pour ça que j'ai pas d'émotion. De l'émotion, j'en ai toujours. Mais je me trouve plus sage. Ouais. Mais j'emmène pas ma sagesse forcément au cours de danse. Là, j'emmène mon énergie, mon punch et puis... Et ça s'entend dès que tu en parles. En fait. C'est fou. Ouais. Fou. Ça y est, t'as le sourire qui revient, ça t'habite, ça t'anime. Ouais. Oui. Ouais. Ben ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à venir à un de tes cours? Qu'il faut goûter avant de savoir. Après, j'ai rien à dire puisque ça marche tout seul. Et oui, mais qui hésiterait à faire le pas, ne serait-ce que faire le pas de venir tester ton cours. Essayer, c'est l'adopter. Essayer, c'est l'adopter, oui, ça c'est pour faire de la pub pour mon cours, mais en fait, j'ai plus besoin de faire ça. Ça parle c'est les gens qui le font, ils le font mieux que moi. Et je pense que ce qui est important, c'est de trouver la manière, la façon de se sentir bien. On a tous besoin d'aide, par contre. Moi, je me fais aider. J'aide et je me fais aider. Donc, si c'est pas la danse, en tout cas, si c'est pas mon cours de danse, et si c'est un autre cours de danse, faut y aller. Si c'est du yoga, faut y aller. Si c'est du sport, faut y aller. L'art, on en a tous en nous. L'art fait énormément de bien à l'âme.
Oui, tu parlais tout à l'heure d'être en mouvement. Moi, je dirais même la mise en mouvement, en fait. Rien que de se me remettre en mouvement, de n'importe quelle manière que ce soit, Oui. ça nous réengage dans la vie, ça remobilise l'énergie vitale et ça nous amène à peut-être plus d'envie de nous mettre à nouveau en action et de cette mise en œuvre, enfin mise en mouvement. Du coup, il y a des choses qui se décantent aussi dans la vie. Et moi, je travaille beaucoup sur le groupe parce qu'on a peur des gens maintenant. On a peur de leur malveillance. On est devenu défiant. Hein. C'est normal. Avec faut ce qu'on a guérisse vécu. nos blessures. Faut travailler, encore une fois. Ouais. Et le groupe bienveillant. Le groupe bienveillant. C'est-à-dire que pas une seule seconde, on va se sentir mal, au contraire. C'est pas un frein, encore une fois, c'est une énergie. Le groupe bienveillant, quand je donne le là du groupe, ça part et tout le monde suit sur cette énergie-là, sur cette note de musique et ça compose et ça fait une super mélodie, une super bien dense avec plein d'instruments de partout et ça fait un bien fou. À moi, à tous les gens qui sont là, même à ceux qui regardent la vidéo. Tu vois. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec toi? On te trouve où? On me trouve sur Facebook ou sur Instagram. On tape ton nom? Roxane Chafei, Chafei. Et puis, sinon, on peut écrire à changeladonne40@gmail.com. Tout attaché. changeladonne40. On le mettra en descriptif. Oui. Je donne la parole aux acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour toi le Nouveau Monde? Waouh, bonne question. Le Nouveau Monde. C'est ce que je décrivais, je pense. Un monde où tout le monde a fait un travail sur soi, où du coup, tout le monde éduque la génération d'après avec beaucoup d'armes, parce qu'il faut avoir des armes, aussi bien sur le plan psychologique, aussi bien sur... faut savoir faire. Voilà, faut apprendre. Et que sur le plan spirituel aussi, c'est un monde où on redonne un nouvel élan grâce aux enfants. C'est eux, la clé. Donc on s'occupe d'eux. Alors j'allais te demander comment est-ce que toi tu contribues à ce nouveau monde que tu nous décris. J'en ai fait un petit peu déjà, mais j'éduque bien mon enfant. C'est déjà énorme. Je suis en place pour lui montrer l'exemple. On essaye de les laisser. Mon enfant n'est pas ma chose. Il ne m'appartient pas. C'est mon fils, mais il ne m'appartient pas. Demain, il fera sa vie, il fera ce qu'il a à faire. Et dès aujourd'hui, j'essaye de faire en sorte qu'il soit libre. Je l'oriente et je lui mets des garde-fous. Et je lui montre l'exemple. C'est comme ça qu'on fait. Et j'ai pas toujours su bien le faire. Donc je me remets en question. Je demande pardon. J'écoute ce qu'on me dit. Et je fais confiance aussi à moi, mon instinct de maman. Voilà. Je compose avec son père, même quand on n'est pas d'accord. On fait en sorte que, quand on s'est séparé avec son père, on s'est embrouillé. Notre fils était au milieu là-dedans d'un déchirement pour lui. Maintenant, on a compris. Il peut pas prendre ça. C'est pas à lui de prendre. On regarde en face les défauts et les qualités de maman et de papa, et il sait très bien. Papa, il a ça de génial et ça de wouh. Et maman, elle a ça de génial et ça de wouh. Et on en parle librement, on en rit, en disant bon ça, faut qu'on le travaille. Et du coup, ça crée une atmosphère de paix qui est chouette, quoi. J'ai harmonie qui me vient. Alors ça fait le lien à ce qu'on disait juste avant sur un chant. Ouais. Tu m'expliquais l'harmonie ouais. avec Cyprine hier à ton atelier, Ouais. mais tout à l'heure aussi, j'ai le mot harmonie qui m'est venu quand on parlait de l'état dans lequel tu es. C'est les cœurs, l'harmonie. Et ce qui règne aussi, l'ambiance qui règne aussi dans tes cours. Il y a quelque chose d'harmonieux probablement aussi. Ouais. Il y a quelque chose de fougueux et d'harmonieux en même temps. Ouais, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas d'exigence dans mon cours. Il n'y a pas de... Je fais des pas simples qu'on puisse suivre. Et par contre, on y met beaucoup d'énergie. Donc c'est un peu cardio. Prépare-toi pour demain. Oh, pinesse. Parce que demain, en plus, on va un peu sur la comédie musicale. Donc voilà, on va taper encore du pied. On arrive à la fin de l'interview. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? J'aurais aimé que tu me demandes si je me trouve belle. Parce que tout à l'heure, je t'ai trouvée belle. Et je t'ai dit que moi, je me trouvais belle. Et quand je dis belle, bien entendu, c'est pas que physique.
Et en fait, je me trouve belle. Peut-être que ça aurait pu être glissé quelque part pour dire aux gens que le travail, ça paye. Je supporte pas encore les compliments, parce que ça, c'est le rapport aux compliments qui est compliqué. Mais de pouvoir se faire des compliments, c'est un pas... Mais moi, je me trouve belle parce que quand je vois comment je désamorce quelqu'un qui s'énerve, par exemple, dans la rue contre quelqu'un d'autre, je mets la main sur le bras et j'ai la bonne parole. Et c'est pas une parole de messie, tu vois, c'est une parole que tout le monde peut avoir. C'est juste un minimum de considération, un minimum de... Ouais. Et ça fait du bien, en fait, à tout le monde. Du coup, j'aime bien. J'aime bien l'intérieur que j'ai en ce moment. Je m'y sens bien. Ouais. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose avant de terminer sur le portrait chinois? Non, j'ai rien à ajouter. Je pense qu'on a fait le tour. Aimez-vous. Et après, aimez les autres. Oui. Alors, le portrait chinois, tu te rappelles, si tu étais un plat, lequel serais-tu? Un plat? Oui. Je serais un plat iranien déjà. Parce qu'ils sont goûtus et équilibrés. Un plat en particulier? J'aime bien le hadas polo. C'est un plat qui est sucré-salé. Voilà, il y a des choses riches dedans. Et à la base, c'était le plat du pauvre. C'est un plat avec des dattes, avec des lentilles, du riz et des raisins secs. À la base, ils mangeaient que ça, puis après, ils ont ajouté de la viande avec du jus, avec des oignons, tout ça, des épices. Mais j'aime bien l'idée de ce plat du pauvre qui, en fait, est très riche. Si tu étais un livre? Si j'étais un livre, j'hésite entre Tu peux en donner plusieurs. La vie devant soi, de Romain Gary. Enfin, je crois que c'était Émile Ajar à cette époque-là. J'ai adoré ouais. Et puis après, je suis fan de Zweig. Ce serait le joueur d'échecs ou 24 heures de la vie d'une femme. Si tu étais un dicton? L'habit ne fait pas le moine. Non, je dis ça parce que j'ai un projet par rapport au harcèlement scolaire. Ok. Et on lutte contre le culte de l'apparence, au moins au niveau de la tenue vestimentaire. Et je vais lancer un slogan qui dit c'est à l'intérieur que je brille. Sur des fringues. Ok. Et donc j'aimais bien récemment, on m'a dit pourquoi tu mettrais pas l'habit ne fait pas le moine. Je trouve ça mignon comme dicton. Si tu étais un film? Si j'étais un film, j'hésite entre Thelma et Louise, Denis Darko et les chefs-d'œuvre de Scorsese. Ouais, je dirais Thelma et Louise pour le côté on avance vers la folie mais on est libre. Et si tu étais un super-héros ou une super-héroïne? Ouais, on m'a appelé Wonder Woman, je crois, toute ma vie. Ouais, j'aime bien. Elle a un lasso de vérité. Wonder Woman? Ouais, elle est pas mal. Elle est en short avec des bottes et tout. Elle est belle. J'aimerais bien être belle comme ça, mais c'était quand même Miss Univers, hein, Linda Carter. Non, Wonder Woman pour les lassos de vérité, ouais. Je pensais tout le long, et j'ai pas réussi à le placer, à ton amie Joanne, qui souvent sur les réseaux, c'est bien Joanne qui met sur les réseaux, t'as dansé 5 minutes aujourd'hui, qui t'avait aidé à faire le documentaire. Ah oui? Qui souvent, lui qui est DJ, enfin qui est dans le monde de la musique, etc., et régulièrement sur les réseaux, il t'a dansé 5 minutes aujourd'hui. Voilà. J'ai pensé à lui tout au long de l'interview parce que... Joanne, il est génial. Par rapport à la danse. Joanne, il est plein d'art aussi. Et qu'est-ce que tu voulais que je dise? Non, voilà, c'est parce que juste un clin d'œil. Parce que c'est ton ami, que souvent je le vois marqué. T'as dansé 5 minutes aujourd'hui. Et... Dansé 5 minutes aujourd'hui. Tous les jours. Merci Roxane de ta participation. De rien, Katia, ça me fait très plaisir. De cette ouverture du cœur, parce que tu t'es livrée en toute transparence, authenticité. Ouais, je livre pas beaucoup sur tout ce que j'ai vécu, mais maintenant ça va. Maintenant je peux en parler. Et que ça puisse peut-être se mettre au service d'autres. Oui. Et moi, il y a quelque chose qui m'a sauvée, c'était encore de l'art, c'était l'écriture. J'ai écrit mon histoire. Bon, les gendarmes l'ont prise, mon histoire, là. L'ont foutue dans une plainte directe, comme ça. Écrivez, évacuez. Oui, il peut y avoir quelque chose de thérapeutique, hein. Bien sûr, c'était thérapeutique. Je me suis enfermée 2 mois pour écrire mon histoire. Elle sortait comme ça, je pleurais, j'arrivais pas, en fait, à l'écrire. J'ai écrit petit à petit, et à la fin, je savais où j'en étais. Il fallait que j'agisse. Mais il a fallu que je passe par cette phase-là, d'abord.
Donc oui, aujourd'hui je livre, mais il s'est passé tellement de choses, quoi. En 1 an et demi, ça fait 1 an et demi cette histoire. Elle s'est arrêtée. Le cancer, j'en sors à peine. On va voir, on espère que ça récidive pas. Voilà. Et maintenant, je peux parler. Maintenant, j'ai le recul. Maintenant, j'ai désensibilisé avec des techniques. C'est de la neuroscience, ce que je fais. Je travaille dur. Et ça marche. Ouais. Donc, faut le faire. Faut pas attendre. Et tu vois, mes liens d'attachement sont tellement plus sains, tellement plus... C'est cool. Petit coucou à Gwenaëlle et Johanna qui ont écrit sur les liens d'attachement aussi que j'ai interviewé, qu'on aura normalement entendu avant ton passage sur mon podcast. Donc, un gros coucou. Ouais. Je sais pas comment les remercier, surtout. J'ai parlé de Johanna, mais je l'ai souvent dit, mais je serais morte si elle avait pas été là. Comme d'autres personnes. Une interview en toute émotion. Enfin, oui. Et pourtant, le timbre de voix va bien, tu vois. Il y a beaucoup d'émotions, oui. Il y a de l'émotion et pourquoi pas. Le cœur, il vibre, il est là, il existe. Hier, on a chanté avec Sip, ça faisait vibrer. On a dansé, on m'a demandé de danser, ça faisait vibrer. Je regardais les autres danser. Il y a des femmes qui pleuraient dans mes bras parce qu'elles osaient pas. On se prend dans les bras, on se juge pas. On s'encourage, on y va. Pleurons si ça nous permet d'être heureux. Merci Roxane. Merci à toi, merci à tout le monde pour votre écoute. Et donc merci beaucoup en effet pour votre écoute. Alors j'espère que le parcours de Roxane vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter donc sur ses réseaux, je vous mettrai donc tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.